à l'heure de Vichy et les chambres à gaz ont existé car, bien évidemment, il n'a eu de cesse de combattre le négationnisme et en particulier M. Robert Faurisson. Il est mort en 1991, quelques mois après son épouse, et je garde en tête l'image de ce couple au délicieux accent russe qui était la bonté et l'humanité même. Maurice Vertel, Caroline Wertheimer, Simon Widawski, Midla Wilner, Betsy Vint, Salma Wittenberg, Rosette Vlodave, Mordoché Voda, Bernard Wolff, la famille Wolff, Alice Wolff, Manuel Wolff et Pierre Wolff, 8 ans, Delphine Wolff, Mathieu Wolff, Armand Vogue, Henri Wischkowski et sa sœur Rachel Wischkowski, Esther Yaya et Joachim Yaya, Aaron Youssef et Donna Youssef, Pierre Young. Yom HaShoah avec cette lecture de Non ininterrompue depuis hier soir au Mémorial, programmation spéciale sur l'antenne de RCJ. Dans quelques instants, mon invité sera Florence Schulman qui est née à Bergen-Belsen et qui va nous raconter son histoire et celle de ses parents. Nous sommes très très nombreux dans le studio de RCJ ce matin puisque toute l'institution FSJU est dans les studios pour être ensemble, se souvenir, commémorer à l'unisson avec nos frères en Israël et pour entourer aussi Florence Schulman qui est dans nos studios et à travers Florence, bien tous les rescapés. C'était pas prévu, mais Richard Audier, est-ce que vous voulez bien juste dire quelques mots en introduction de l'émission, directeur général du FSJU, parce que c'est toujours un moment évidemment très fort, très plein d'émotions et c'est pourquoi depuis quelques années, depuis que le studio RCJ nous le permet, nous sommes tous ensemble à ce moment-là. Si vous voulez, Richard. Mais... Non, d'abord, il n'y a pas que le Fonds social, il y a toutes les structures qui sont dans ce bâtiment, le CRIF, la coopération féminine, le campus, etc., des jeunes qui sont dans les murs. En fait, la lecture des noms, c'est récent de le faire en France et c'est fait au Mémorial. L'important, c'est de comprendre le destin et c'est pour ça que le livre de Florence Schulman est essentiel. Et c'est que Yom HaShoah, on parle de 6 millions de morts, mais c'est pas 6 millions de morts, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 morts. Mais le sujet de Yom HaShoah, c'est aussi de comprendre qu'il y a eu des survivants et également de faire comprendre un sujet que l'éducation nationale n'arrive pas à partager. C'est une des raisons dans l'antisémitisme aujourd'hui, l'incompréhension du fait juif. Et un des éléments du fait juif, c'est de comprendre que la Seconde Guerre mondiale, c'est au minimum 1933 à 1948. Pourquoi 33 ? Parce que c'est à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Alors moi, je dirais même mai 28, parce que c'est au moment où Hitler fait 2% et tout le monde s'en fout aux élections législatives allemandes. Et en fait, c'est un programme qui vient décrédibiliser le fait juif. Dire que le juif est un cancrelat, une vermine, quelqu'un qui doit être exterminé. Et donc, 10 ans après, quand on éduque les gens à la haine, et 10 ans après, ça donne, bien évidemment, la capacité de faire un génocide. Et donc, quand on laisse une éducation à la haine faire, comme on l'a vu à Gaza aussi sur les 20 dernières années, il est normal de tuer son prochain. Et pourquoi 45, c'est une erreur, il faut aller jusqu'en 48 ? Parce que comme dans le cas de Florence, en fait, la guerre ne s'arrête pas le 6 juin 44 ou le 8 mai 1945, mais pour les Juifs, cette guerre, elle va mettre 2-3 ans à se terminer, parce que la plupart des personnes vont être déplacées, vont pas retourner en Pologne, en Grèce, en Bulgarie ou en Russie. Elles vont être déplacées, mises pour beaucoup dans des camps de déplacés, comme Florence. Certains vont partir ensuite en Israël, construire ce pays. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient déplacées qui vont construire Israël. Et donc, si on ne met pas cet écart 33, 45, 48 dans l'imaginaire, on se trompe. Et si on pense que la Shoah, c'est 6 millions de personnes, on se trompe. C'est des destins individuels et c'est ça la haine, c'est ça le génocide, c'est ça le préjugé. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer les uns avec les autres. Merci Richard Audier, c'est le message qu'on va faire passer effectivement ce matin. Je demande à Nathalie Zage de bien vouloir s'asseoir et à tous mes collègues et amis, merci d'être venus, d'avoir partagé ce moment d'émotion ensemble autour de Florence. Et un petit coucou également à mes amis de Passerelle, parce qu'hier, grâce à eux, j'ai vécu un moment incroyable chez Micheline et René, 90 et 91 ans, que vous avez pu entendre ce matin dans le journal de 8 heures d'Elsa
Laparienté, qui ont tous les deux raconté leur histoire. Ça sera rediffusé tout à l'heure dans le journal de midi et vous les trouverez également sur le site de RCJ, mais deux parcours de vie absolument incroyables et de courageux, de militants aussi ensuite de la communauté, comme Micheline nous l'a raconté, parce qu'elle était dans les fils et filles des déportés, qu'elle a créé aussi nombre d'associations d'enfants cachés et chacun a raconté à sa manière à la fois leur vie d'enfants cachés et l'histoire de leur famille. Et pour René, ni son père ni sa mère ne sont revenus. Et pour Micheline, son père également n'est pas revenu. Nathalie Zajt, bonjour. Bonjour, non, vous pouvez rester, Sandrine. Richard, si vous voulez, ou repartir. Bonjour, Vous pouvez. Richard, Voilà. Rodier, On amène bonjour, un petit Florence. coussin à Florence pour qu'elle soit mieux installée. Merci Théo. Voilà, bonjour Nathalie Zajt, on ne vous présente plus sur cette antenne, mais aujourd'hui, vous avez en plus un rôle un peu plus particulier, parce que évidemment, en ce jour de Yom HaShoah, et aussi parce que ce livre, on vous le doit aussi un petit peu à Nathalie Zajt. Et Florence le dit dans son livre. Florence Schulman, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de Yom HaShoah. Vous avez, je peux le dire, 80 printemps, Florence, et c'est important de donner votre âge parce que, eh bien, vous êtes née à Bergen-Belsen. Et ce livre que vous avez écrit avec la journaliste Géraldine Maillan, c'est L'oiseau de Bergen-Belsen. Ça raconte évidemment votre parcours, cette naissance que certains pourraient qualifier d'absolument miraculeuse dans le camp, et puis ça raconte également le parcours de vos parents. En quoi c'était important pour vous, à 80 ans, d'écrire cette histoire, d'enfin poser des mots sur ce qu'a été votre naissance, votre vie et la vie de vos parents? On vous rapproche le micro, Florence. A priori, je ne pensais pas écrire un livre concernant mon histoire. C'est juste lors d'une réunion du groupe de parole avec Nathalie Zajt, qui, entendant mon histoire, m'a dit « il faut écrire ». Et si vous voulez, de fil en aiguille, m'a présenté la journaliste Géraldine Maillan, et nous avons commencé à travailler ensemble. Et il est vrai que ça a été quelque chose d'un peu particulier, dans le sens où mon histoire, je l'avais complètement occultée, enterrée, je ne voulais pas en entendre parler. La période de la Shoah, c'était une période que je détestais. Et on peut le comprendre aisément. Nathalie, des histoires comme celle de Florence, quand effectivement elle est venue dans le groupe de parole, on sait qu'il y en a des dizaines, qu'il y en a des centaines. Est-ce que vous les poussez tout le temps, j'imagine, à raconter, à écrire? Alors, pas toujours, assez souvent, mais si vous me permettez, Sandrine, je vais reprendre modifier, corriger, c'est pas sympa, mais des histoires comme celle de Florence, il n'y en a pas des centaines et des milliers. C'est très, très rare. Chacun a son histoire, c'est ce que rappelait Richard Rodier tout à l'heure, c'est-à-dire chaque survivant juif a vécu sa propre histoire, ses propres tragédies. Et se pose aussi toujours la question de comment se fait-il que je sois là, moi. Mais l'histoire de Florence est très singulière. Oui, vous avez raison, parce que des naissances en camp à Bergen-Belsen ou dans d'autres camps, il n'y en a pas eu. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on anime un groupe de parole depuis 10 ans maintenant au Mémorial de la Shoah suite aux attentats. Et dans ces groupes viennent surtout des anciens enfants cachés, des orphelins de la Shoah, mais aussi des secondes, troisième et aujourd'hui des quatrièmes générations, qui veulent savoir, au fond, quoi faire aujourd'hui en tant que juifs qui subissent des attaques antisémites qui ressemblent véritablement à ce qui s'est passé, qui commencent à ressembler, au fond, à ce qui s'est passé au moment de la Shoah. Mais dans ces groupes, il y a donc des orphelins de la Shoah, et ces gens-là sont très, très précieux pour toutes les autres générations, parce que eux, ils ont connu. Ils ont vécu, ils ont des souvenirs, ils savent identifier en fait, reconnaître ce que c'est qu'une attaque antisémite politique massive, avec une intention véritablement génocidaire, à la différence des propos ou même des actions des fois qui sont antisémites mais qui ne sont pas manœuvrées par un groupe, où on ne se sent pas véritablement en danger immédiat. Et dans ces groupes, donc, ces orphelins témoignent de ce qu'ils ont vécu. Et un jour, Florence arrive avec son mari, Claude,
Florence ne va pas sans Claude Schulman. Florence vient, je ne sais plus comment elle est arrivée au groupe de parole, mais c'est un groupe ouvert, donc on accueille tous ceux qui sont là, tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui sont de passage, et elle commence à raconter, et avec un ton, comment dire, très prudent. Elle a appris à être prudente, parce que son histoire est incroyable, incompréhensible. Enfin, la plupart des histoires des survivants, c'est incompréhensible, mais là, il y a des enfants qui sont nés avant la guerre, qui sont nés pendant la guerre, qui ont aussi des histoires incroyables, mais qui ne sont pas nés en camp. Elle raconte, enfant qu'elle-même ne comprend pas. Elle ne dit pas ça comme ça, mais elle raconte une histoire où finalement, elle craint aussi la réaction des autres. Et nous, je dis nous parce qu'on est plusieurs psychologues à animer ce groupe de parole, Catherine Gransart et Elisabeth Malka, on s'est dit, oh là, c'est quelqu'un, elle n'est pas comme les autres. Et au fond, bon, avant qu'on rentre dans l'histoire à proprement parler, Florence Schulman fait partie de ces rares participants. On a au moins 400-450 personnes qui passent régulièrement dans ces groupes qu'on connaît. Elle fait partie de ces 3-4 personnes qui sont nées pendant la Shoah, de mamans qui étaient en camp, qui soit ont accouché en camp, soit ont accouché, qui ont réussi à sortir du camp pour accoucher, et qui sont pour nous des espèces de mascottes. On les touche. Moi, dès que je vois Florence, je la touche. Je la touche comme je touche la mezouza, parce que je me dis, voilà quelqu'un qui est l'incarnation du miracle. Alors c'est possible, dans les moments les plus abominables de notre existence, d'espérer et de voir la vie recommencer et retrouver le sourire. Et Florence est quelqu'un qui sourit très facilement et qui a un très beau sourire. Florence Schulman, vous avez toujours senti ça, effectivement, que vous aviez quelque chose d'à part. Vous dites dans le livre, petite, je n'avais pas de prénom, j'étais celle qu'on désignait d'un coup de menton, celle qui était née dans le camp. Oui, tout à fait. Et j'étais très choquée parce que c'était l'entourage de mes parents, des personnes de leur génération, pas nécessairement déportées, mais qui étaient surpris par ma présence et mon existence. Et on me désignait effectivement comme celle qui était née dans le lager, le camp. C'était un petit peu vexant quand même. J'aurais aimé qu'on vienne me prendre dans les bras, qu'on vienne me parler. Non, on me désignait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais née dans le camp. Parce que vos parents, vous ne l'avez pas dit? Non. Non, mes parents ne me parlaient pas du tout. Mon histoire, je l'ai découverte au fur et à mesure de ma croissance. Toute petite, j'entendais mes parents parler dans la pièce à côté. Et en grandissant, si vous voulez, tous les éléments que j'entendais, j'ai réussi à rassembler les pièces du puzzle pour savoir exactement quelle était mon histoire. Et Jarodier, ces pièces du puzzle dont parle Florence, là aussi c'est une histoire tellement, c'est une histoire dont on a beaucoup entendu. On a dit à quel point le cas de Florence, effectivement, la vie de Florence était unique, mais cette volonté, cette non-possibilité finalement de parler, après, elle est commune à, en tout cas dans les années qui ont suivi la guerre, à quasiment tous les parents, tous les rescapés. Alors moi, pour aller dans le sens, et ce livre, il faut vraiment le lire d'abord. Ouais. C'est essentiel, parce que c'est pas un livre de plus. Hein, je suis d'accord avec Nathalie, c'est un livre à part. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, et vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ce travail avec ces journalistes qui vous a porté. Je sais que c'est difficile, mais c'est une histoire. Alors, c'est le hasard, et Nathalie va dire qu'il n'y a pas de hasard, mais moi, mon prénom en hébreu, c'est Aaron, parce que je porte le nom de mon cousin, enfin le frère de ma grand-mère, qui est une famille Gédinac. Donc lui a été déporté dans un camp de travail, et sa femme et ses 3 enfants ont été déportés à Bergen-Belsen. C'est l'autre exemple de survie, comme dirait Nathalie, miraculeuse de Bergen-Belsen. C'est cette fratrie des 3 enfants Gédinac que vous connaissez, Sandrine, parce que vous avez rencontré une partie de cette famille, Rachel, qui, exactement comme Florence, en fait, pour les 2 plus jeunes, on leur disait qu'ils étaient vécus et nés à Bergen-Belsen, mais ça n'avait aucun sens, aucun souvenir. Ils étaient en fait lecteurs et, j'allais dire, chercheurs de leur propre histoire, parce qu'on
Ça n'avait aucun sens. Et pour vous montrer ça, ce particularité de Bergen-Belsen, c'est que c'était un camp où il y a eu Anne Frank. Oui. Donc on connaît cette histoire. Et les jeunes étaient mélangés les uns avec les autres, avec ce qu'on appelait les Hollandais. Et mon cousin, qui est maintenant décédé, le plus jeune de cette fratrie, les trois sont décédés, Claude, Betty et Myriam Gédinac. Pas Claude, Claude est seul survivant, Loulou, Léon Gédinac, Loulou. Et Loulou, pour ses 80 ans, il part en Hollande. Et il se retrouve à un anniversaire. Et j'ai raconté cette histoire à Nathalie, qui est vraiment un exemple de ce besoin de communiquer, de parler. Et lui, on lui a toujours dit, tu étais de Bergen-Belsen. Bien sûr qu'il était marqué par ça, mais il n'avait pas d'idée. Et il se retrouve à un anniversaire d'un ami d'enfance hollandais. Et ils sont tous là en famille en train de fêter l'anniversaire. Et les gens chantent « Joyeux anniversaire » en hollandais. Et là, tout le monde voit que Loulou Gédinac chante en hollandais. Et on lui dit « Tu connais cette chanson ?» Il fait « Non, mais voilà, je chante. » Puis après, les autres membres de la famille chantent une autre chanson du style Frère Jacques. Et ils chantent encore. Et en fait, le copain réalise qu'en fait, Loulou était dans le camp des Hollandais et il a pris enfant les Hollandais. Il a intégré ses chants pendant 80 ans sans savoir ce que c'était. Et il a fallu qu'un tiers, un peu comme vous, Florence, vienne vous aider à essayer de comprendre sa propre histoire qui était totalement inconnue. Alors, vous racontez dans le livre, Florence Schulman, j'ai été conçue alors que mes parents étaient prisonniers du ghetto de Lodz, le dernier à avoir été liquidé par les nazis. Ma mère, terrifiée, a essayé par 2 fois d'avorter avant d'être déportée. Je suis née à Bergen-Belsen 3 semaines avant la libération du camp par les Anglais le 15 avril 1945. Comment était la vie, le parcours de vos parents avant le ghetto de Lodz et pendant le début de la guerre? Alors, excusez-moi. Mes parents étaient les derniers nés de grande fratrie, venaient d'une ville, Bjejin, qui est une petite ville près de Lodz. Ils se sont mariés, ils ont eu un garçon. Avant vous? Avant moi. Et ça, je l'ignorais complètement. Je l'ai appris très tardivement. Quand ils se sont mariés, ils avaient une bonne situation dans leur ville. Et petit à petit, il y avait des rumeurs de guerre qui arrivaient et eux ne pensaient pas que ça pouvait atteindre leur petite ville. Donc ils sont restés, contrairement à d'autres personnes qui ont émigré soit en France, soit dans d'autres pays. Donc, si vous voulez, ils ont été pris dans le piège du nazisme, c'est-à-dire le ghetto de Bjejin, la ville où ils vivaient, puis le ghetto de Lodz. Et à la fin, ils ont été séparés tous les deux. Oui. Ils ont été envoyés à Auschwitz et sur le quai de sélection, ils ont été séparés. Mon père, lui, a été envoyé à Dachau et ma mère a fait plusieurs camps avant d'atterrir, si je puis dire, à Bergen-Belsen, où elle m'a mise au monde. Elle faisait partie du camp des femmes, parce que si vous voulez, le Bergen-Belsen était composé de différents départements. Il y avait les Français qui étaient dans le camp le camp de l'Étoile, qu'on appelait le camp de l'Étoile, et ma mère se trouvait dans un autre secteur. Elle a eu la chance, si vous voulez, de rencontrer une amie. Enfin, elle s'est fait une amie dans la baraque où elle a été conduite pour me mettre au monde. Cette femme s'appelait Rachela. Elle a accouché en même temps que ma mère. Oui. Et toutes les deux, avec leur montée de lait, ont pu nous nourrir tous les deux, un petit garçon et moi-même. Ce petit garçon, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer parce qu'il a eu un accident sur les plages de Tel Aviv alors qu'il avait 6 ou 7 ans. Le destin, terrible. Oui. Et vous racontez dans le livre, effectivement, comment, quand vous allez aller en Israël, vous allez retrouver avec votre mère cette Rachelita qui va vous embrasser, vous enlacer. Ça a été quelque chose de phénoménal. Si vous voulez, mon arrivée en Israël a commencé déjà par l'accueil que j'ai eu dans le port de Haïfa. Où j'attendais mon tour pour présenter mon passeport. Et le douanier, il m'a regardé, il a re-regardé le passeport. Il m'a dit « bougez pas ». Et il est parti chercher un collègue. Et tous les deux m'ont dit « mais d'où tu viens ? Où sont tes parents ?» etc. Donc, parce que sur votre carte d'identité, sont juste derrière.
Donc, il n'en revenait pas de voir une petite fille. Enfin, j'étais jeune, j'avais 17 ans déjà quand même, de voir quand même une survivante de Bergen-Belsen. Parce que c'est ce qui est marqué évidemment sur votre passeport, né à Ah, mais Bergen-Belsen. absolument, absolument. Et même encore aujourd'hui sur ma carte d'identité. Sur votre carte d'identité. Ouais, absolument. Et quand j'ai rencontré Rachel, si vous voulez, ça a été un choc pour toutes les deux. Elle, déjà, parce que ça devait lui rappeler les souvenirs du camp, de son propre enfant, et de me retrouver moi. Elle m'a étouffée sous ses baisers et ses étreintes. Et puis, le plus phénoménal, ça a été de rameuter tous les gens de la cité dans laquelle elle habitait. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes faire la queue dans l'escalier pour me voir. Et ça, j'avoue franchement, je ne comprenais pas. Je n'ai jamais... Mais maintenant, si vous voulez, avec le recul, je comprends. Je comprends très bien. Et je regrette de ne pas lui avoir rendu les baisers qu'elle m'avait fait. Je suis sûre qu'elle a senti l'affection que vous aviez pour elle. Et aujourd'hui, vous comprenez ce que vous représentez, à la fois pour eux et ce que vous avez représenté pour vos parents aussi. Écoutez, j'étais la fille chérie de mes parents. Mais ça a été un contact un petit peu difficile parce que j'avais le sentiment, puisque j'étais la seule survivante d'une énorme famille, je dirais même pas une famille, une tribu, puisqu'il y avait près de 100 personnes dans la famille. J'étais la seule survivante et une sœur de ma mère qui a survécu. C'était lourd à porter parce que j'avais le sentiment que j'étais leur soutien, leur béquille, que si j'étais pas là, ils s'écroulaient tous les deux. Et ça a été un petit peu compliqué. Et ça a duré toute une vie, jusqu'au décès de mes parents. Vous dites 90 membres de votre famille décimés et vos parents avaient fait des démarches auprès d'Yad Vashem pour écrire les noms de ces 90 membres. Oui. Les noms sont inscrits là-bas. Lorsque je suis allée, j'ai pas dit que j'avais vérifié, mais je sais qu'ils ont été tous inscrits là-bas. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, si vous voulez, vous avez le sentiment d'être seul, en n'ayant pas de famille. Au départ, j'avais juste mes parents et un oncle et les enfants qu'il avait eus. C'était les seuls membres de ma famille. Donc, si vous voulez, au fil du temps, je me suis toujours trouvée très seule. Pas de frères, pas de sœurs, pas de cousins. Je me suis inventé des familles auprès des amis de mes parents qui avaient des enfants de mon âge et on a formé, si vous voulez, un groupe comme ça, mais ce n'était pas ma famille. Voilà, c'est ce que vous dites, il y avait des réunions d'anciens comme ça, oui, qui faisaient vous aviez l'impression, voilà, même pour vos parents, que c'était... Oui, voilà, tout à fait. Et puis, quand la réunion était terminée, on rentrait à la maison et la chape de plomb revenait directement à la maison. Nathalie ? Mais moi, je trouve que Florence dit tellement bien les choses et dans le livre, elle exprime les choses de façon très précise. Elle dit « j'étais le pilier, c'est moi qui tenais mes parents ». C'est passionnant ce récit parce qu'aussi, comment dire, Florence, je pense, grâce aussi aux échanges qu'elle a eus avec la journaliste Géraldine Meunier avec qui elle écrit ce livre, elles ont répondu à une question essentielle que tous les survivants se posent, qui est mais comment se fait-il que je sois resté vivant ? Parce qu'au fond, on parle très souvent de la parole. Est-ce qu'ils ont parlé ? Ils n'ont pas parlé. Les parents de Florence sont comme tous les survivants. On parle pour expliquer les choses, on parle pour les dire, ou alors on parle pour poser des questions. Vous savez, quand les enfants vous demandent c'est quoi la mort, les parents, en général, ils disent bon, bah, écoute, mange ton yaourt. Enfin, on t'expliquera plus tard. On t'expliquera plus tard. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Les gens alors les survivants subissent un événement, une épreuve absolument cosmique, terrible. Ils sortent de là, ils ne savent pas pourquoi ça s'est passé. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ouais.
Mais nous, on est vivants, on est des humains, on passe notre temps à poser des questions. C'est ça notre existence. Et en plus, les Juifs, enfin, peut-être pas les Juifs plus que les autres, mais nous, on a l'obligation de se questionner. Or, quand on dit ils n'ont pas parlé, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas parler, c'est parce qu'ils avaient une question fondamentale et qu'en face d'eux, personne ne pouvait leur expliquer, personne ne leur a expliqué, premièrement, pourquoi ça s'est passé, et deuxièmement, et moi, comment ça se fait que je suis là? Et donc, Florence dit, mes parents ne me parlaient pas, mais évidemment, ils n'allaient pas commencer à dire ce qu'ils ne savaient pas. Eux, ils ne savent pas. Et Florence était une enfant, comment dire, une enfant, elle était ce qu'elle était. C'est-à-dire, enfin, elle est ce pourquoi elle est vivante. Alors moi, j'ai une idée. En lisant le livre, c'est pour ça que j'ai enfin compris qui était Florence en lisant le livre. Et je pense que c'est parce que ce livre est écrit par 2 personnes, donc Florence Schulman et Géraldine Maignan, ensemble. Enfin, c'est Florence qui écrit et Géraldine qui l'interroge et qui à elles deux. Et elles nous font comprendre Florence est un enfant, est un être, est une fille qui décide de venir. Malgré tout, c'est ça qu'on découvre au fur et à mesure du récit, elle décide, elle s'accroche fœtus embryon dans le ventre de sa mère, et elle décide de venir comme si elle était là pour faire en sorte que sa mère survive, et dire que sa mère doit mourir, comme tous les juifs dans le ghetto, ensuite doit mourir dans les camps, et elle doit mourir parce veut mourir après la mort de son petit parce garçon. qu'on lui arrache son petit garçon de 2 ans, son bijou, son fils, et Florence vient pour faire vivre sa mère, pour faire vivre son père, je crois aussi, à distance, et ensuite pour les faire vivre en France, pour les faire grandir, et c'est un être qui n'est pas comme les autres. Et c'est ça que ce livre nous fait comprendre. Il y a des êtres qui ne sont pas comme les autres. Et nous, les psychologues, nous devons apprendre à penser que certaines personnes ne sont pas comme les autres, mais véritablement, c'est-à-dire, voilà, donc Florence ensuite devient l'épouse de Claude Schulman. Florence s'appelle Feigehorn au départ. Hein. Oui. L'oiseau. L'oiseau, c'était mon prénom en yiddish. Elle devient l'épouse de Claude Schulman, donc elle est aussi née pour devenir l'épouse de Claude Schulman, et ils vont avoir une fille qui va avoir des enfants, et qui sont en Israël. Enfin, en fait, Florence, c'est celle qui montre que la famille, enfin les parents, la maman est vivante, mais aussi le peuple juif est vivant. Alors c'est pour ça qu'on la touche tout le temps, comme une mascotte. Il faut quand même que je dise une chose. Effectivement, j'ai aidé mes parents, mais dans mon quotidien, tout ce qui était école ou activité, personne ne connaissait mon histoire. Personne. Je voulais être comme tous les autres enfants. Au départ, ne serait-ce qu'en partant de la maternelle, j'étais très gênée que mes parents ne parlent pas le français. Donc, je me sentais déjà différente. Et après, en grandissant, j'ai complètement dissimulé l'origine de ma naissance. À l'école, au lycée, c'est vraiment une chose qui m'a marquée, mais encore aujourd'hui, quand il a fallu choisir une seconde langue vivante, j'ai demandé à mon père, j'apprends quoi? Le russe, l'espagnol? Il m'a dit, tu apprends la langue de tes ennemis. Donc on apprend l'allemand. Et j'ai étudié l'allemand. Voilà. Vous avez réussi à parler allemand? Non. Non, très mal. Oui. Moi aussi, j'ai fait 5 ans d'allemand, incapable de ressortir une phrase. Non, parce que la grammaire est très compliquée. Oui. Mais je comprends. Donc vous avez quand même suivi ce que voulait votre père. Ma langue maternelle était le yiddish quand même. Donc il y a quand même des similitudes. Richard Audier, sur ce que disait Florence Schulman, sur ces familles, entre guillemets, qui se sont formées grâce aux associations après la guerre. C'est quelque chose qui était extrêmement important pour eux et qui a permis aussi à la fois de retrouver une famille et à la fois aussi de faire une communauté. Oui, mes parents étaient heureux de faire partie justement de ces groupes-là. Enfin, c'était le moment le plus heureux pour eux quand il y avait
des cocktails, des repas. Des banquets. Des banquets, ouais. Pardon. Ah, Les banquets, les bah, banquets. les banquets ashkénazes, c'est pas Les bon, voilà, banquets. c'était pour la touche Ah d'humour. oui, oui, il y avait le pastram. Oui, oui, non, c'était très bon. Et Charaudier, sur ce côté historico-communautaire, on va dire, de ces formations Ouais. Moi, d'associations. Nathalie va pas aimer, mais elle le sait. Je dis toujours ça, l'histoire de ma mère et ma belle-mère, qui sont... quand je les embête, je dis, je vous emmène voir Nathalie. Parce qu'elles sont un peu comme Florence, elles sont nées enfants cachés. Mais en fait, vu qu'elles sont nées enfants cachés pendant un an et demi, une à Perpezac-le-Noir et l'autre au Blanc dans l'Indre, en fait, on leur raconte cette histoire, mais c'est pas la leur, quelque part. Donc, Oui. leur histoire, elle est racontée, c'est une Haggadah, c'est quelqu'un qui raconte une histoire de leur propre histoire. Et puis, quand on les positionne comme enfants cachés, pour eux, ça n'existe pas, puisque elles étaient juste enfants et éloignées de leurs parents, mais c'est un hasard de la vie. Et donc, effectivement, à la sortie de la guerre, toutes ces familles-là, donc ils ont perdu des frères, des parents, des oncles, des tantes. 90% des photos, on ne sait pas dire le nom des personnes sur les photos, mais on a un attachement, on se dit bien, ça doit être quelqu'un de chez nous, mais on ne sait pas qui est qui. Alors même si on reconstitue des fiches, etc. Et à la fin, ils se retrouvent à se créer des familles. Et la création de famille, effectivement, c'est ces fameux banquets des Revra Kadisha, des associations de sociétés, regroupements professionnels, parfois le caveau à Bagneux ou à Pantin pour certains. Et en fait, on se retrouve une vie. Et puis, les enfants de Florence, comme moi, mes enfants, comme Nathalie, pareil, nous, on s'invente, on nous dit que c'est ta famille. Bon, bah, on nous dit c'est notre cousin, ta grand-mère. On dit, OK, j'ai une grand-mère, j'ai un cousin. Et puis, quand à l'école, on nous demande à ma mère ou à Florence, c'est quoi ton parcours? Ils se racontent une histoire. Mais c'est une histoire, et c'est là où Yom HaShoah est essentiel. C'est pour ça que l'émission, Sandrine, est importante. Le livre, comme celui de Nathalie, il faudra en reparler. La Passion de jeudi. La Passion de jeudi. Mais c'est des livres qui racontent des éléments qui sont tournés vers la vie. Et Yom HaShoah, Yom HaShoah c'est avec ça. Gvora. Bah oui, parce que Il faut le quelque rappeler. part, si on raconte pas effectivement que grâce à cet instinct de survie, Florence, elle construit le peuple juif, comme le dit Nathalie, en fait, on passe à côté de l'histoire. On passe à côté de la volonté des survivants et de leurs descendants de porter cette journée de Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est ça. C'est de dire, alors, comme le disait Milo Adonner à la Bar Mitzvah des enfants, Milo Adonner qui était une des figures de la déportation d'Auschwitz, à la Bar Mitzvah de mes enfants, à chaque fois, il disait, on les a eus. T'es là, t'as Mais gagné. c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on doit passer à Yom HaShoah. Oui. C'est ce message de vie que véhicule Nathalie quand elle raconte l'histoire de Florence. C'est exactement ça. Alors, vous racontez aussi dans L'Oiseau de Bergen-Belsen, qui est paru chez Grasset, je le rappelle, Florence Schulman, vous racontez aussi comment vos parents se sont retrouvés après la guerre. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce que ça n'a pas été le cas de tous les couples qui ont pu se retrouver. C'est exact. Mon père était donc à Dachau. Il a été atteint par le typhus. Donc, il a été à l'hôpital là-bas au moment de la libération. Non, pas tout à fait. Je crois que Dachau a été libéré après Bergen-Belsen. Mais enfin, toujours est-il qu'il avait mis des messages enfin, il a demandé aux infirmiers et autres de mettre des messages. Il recherchait sa femme et peut-être un enfant, parce qu'il ne savait pas, en fait. Il savait que voilà, sa femme était enceinte, mais il ne pouvait pas... Et il a eu justement la surprise d'apprendre que sa femme était à Bergen-Belsen avec un enfant. Et il a demandé un Ausweis pour pouvoir se rendre de Dachau à Bergen-Belsen. Et ils se sont retrouvés miraculeusement. J'avais déjà quelques mois quand même. Ouais. Et vous dites dans le livre, mon père peine à le croire, mais quelques temps plus tard, la Croix-Rouge lui remet une lettre de sa femme elle-même. Elle dit « Zélik chérie, grâce à ma grossesse, je suis en vie. Cela m'a donné le courage de survivre. Notre bébé est magnifique. Je suis à Bergen-Belsen, viens me rejoindre. » Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils m'ont raconté. C'est ce que j'ai su. Et je pense que le moment a dû être extraordinaire au moment où mon père, paraît-il, est arrivé dans le camp, dans une allée. Il a vu une femme de loin avec un bébé et il savait que c'était sa femme. Donc j'imagine que le choc a dû être terrible pour tous les deux. Mais ces retrouvailles ont scellé, si vous voulez, une vie qu'ils avaient tous les deux parce qu'ils se sont connus très très jeunes à l'école, sur les bancs de l'école, et ils s'adoraient jusqu'à la fin de leur existence.
Ils ont été séparés pendant les mois de guerre, mais sinon, ils ont toujours vécu, travaillé ensemble. Mais Sandrine, Richard, oui. j'insiste, parce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de libération des camps. Parce que ce que vous écrit Florence dans ce livre, et qu'on comprend, c'est qu'une fois qu'on nous dit que la guerre est terminée, non, ces personnes-là, c'est pas qu'elles rentrent chez elles. Elles vont rester en étant personnes déplacées, mais elles restent dans le camp où elles ont été internées. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que le 27 janvier, on ouvre Auschwitz, c'est fini, et youpla boum. Ouais. Effectivement, quand mon père est arrivé dans le camp de Bergen et que la libération a eu lieu, ils ont été internés dans un camp de déplacés, le camp de Dipi, jusqu'en juin 1946. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'en fait, les Alliés n'imaginaient pas ce qu'ils allaient trouver, ou parce que l'essentiel, évidemment, c'était de gagner la guerre et on ne pouvait pas tout prendre en charge en même temps. Ouais, je pense qu'ils ne s'attendaient pas déjà à trouver autant de survivants. Ils ont trouvé beaucoup de morts, mais les survivants, ils ne savaient pas quoi en faire. Les gens ne savaient pas où aller. Je prends l'exemple de mes parents qui envisageaient au départ de repartir en Pologne, mais c'était quelque chose d'impensable en définitive. Donc ils sont restés dans le camp de Dipi et ont appris, alors également grâce à la Croix-Rouge et à l'UNRWA, UNRWA 2R. Voilà, exactement, je vais le préciser. Ils ont su qu'il y avait un oncle qui était à Paris. Et grâce à cet oncle, on a pu venir à Paris. Sinon, ils ont fait une demande entre-temps pour partir aux États-Unis. Oui. Et ils ont reçu l'accord. Ils ne sont pas partis. Non, il y avait un tonton qui était à Paris, donc une famille, un embryon de famille. Donc ils sont restés. Puis ils avaient commencé à travailler, donc non, mais ça allait. C'est pour ça que historiquement, cette période-là de fin de la guerre, elle n'est pas connue, elle n'est pas partagée, elle n'est pas comprise. D'une part, comme le dit Florence, retourner en Pologne, en Russie, en Bulgarie, en Grèce, c'était pas possible parce qu'il y a eu une collaboration énorme des populations civiles pour arriver à l'internement, à l'antisémitisme. Avant les Einsatzgruppen, avant la Shoah par balle, avant la déportation, il y avait une collaboration avec bonheur des Lituaniens, des Polonais, des Grecs, etc. sur ça. Donc se retourner, la plupart des fois, les maisons avaient été déjà pillées, brûlées. Beaucoup de gens ont été, notamment en Pologne, c'était la blague de mon grand-père. Il disait son village, c'est un village exemplaire parce que personne n'avait été déporté. Alors, nous, on connaissait la blague. Alors, les gens, ils disaient, parce qu'en fait, ils ont tous été tués. Il dit, bah oui, on a tous été brûlés avant la déportation. Ouais. Donc, et ils le savaient. Quand ils ont été arrêtés après, ils savaient que ce village, c'était les habitants locaux qu'ils allaient brûler. Donc, ils n'allaient pas retourner là-bas. Et ceux qui ont essayé, il y a eu des pogroms jusqu'en 1946 en Pologne, à Kielce. Oui. Donc, c'était pas possible. Alors, aller où? On le voit bien, parce que là aussi, c'est une des leçons majeures de la Shoah que les gens ne comprennent pas. C'est quoi un réfugié? Mais vous avez les réfugiés du Saint-Louis, vous avez la conférence d'Évian. Personne ne veut des Juifs. Avant la guerre, déjà. Personne n'en veut avant la guerre. Personne ne veut des Juifs après la guerre non plus. Non, mais déjà, avant la guerre, quand ils sont déjà, il y a eu la nuit de cristal, Hitler explique tout ce qu'il veut, il a ses collaborateurs, etc. Il y a déjà les camps d'internement, notamment Dachau, qui commencent, mais personne n'en veut. Personne ne veut de ces Juifs. Donc certains Juifs vont faire le tour du monde, de Cuba à l'île Maurice, en passant par New York, Le Havre, etc., pour finalement se retrouver déportés à Auschwitz pour certains, parce que personne ne veut ces Juifs. Donc les Juifs, quand les armées non pas de libération des camps, mais les armées alliées découvrent ces camps, ils se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de ces populations civiles? Donc, il y a des camps, il y a des lits, il y a une structure, on les laisse sur place et on réfléchit. Mais je ne veux pas faire des parallèles qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est ce qui s'est passé avec les Kurdes, avec la Syrie. Hein. On les a un peu aidés, puis après on les laisse. Il y a des camps, ok, on les laisse. Ouais. Voilà, c'est des histoires qu'on ne comprend pas. Et être un réfugié, c'est ça. C'est pas l'UNRWA, l'autre. Non, avec l'autre, le W, nous fait un truc sur les réfugiés. Ouais. C'est pas ça, justement. Et l'histoire de Florence, c'est pour ça qu'elle est essentielle. Et je partage la vision... j'allais dire presque émotive de Nathalie, de dire qu'il faut la toucher parce que c'est des parcours qu'on doit partager en fait. C'est ça l'histoire de la Shoah. Si je peux me permettre, au retour de la guerre, quand les Juifs sont revenus, il manquait de psychologues. Alors j'allais dire, vous m'avez envoyé les mots de la bouche, il aurait fallu une Nathalie Zage à l'époque, il aurait fallu plein de Nathalie Zage. Ils étaient livrés à eux-mêmes, à leur détresse,
à leur chagrin et personne pour les écouter. Et s'il y avait eu des centres pour les recueillir, pour les faire parler, pour les consoler, pour essayer de leur expliquer, je pense que l'avenir même des enfants aurait été différent. Et aujourd'hui, on sait, Nathalie Zage, et vous, c'est une des spécialités aussi, l'importance de la prise en charge psychologique sur des post-traumas. Et puis les survivants, on ne peut même pas appeler ça du post-trauma. C'est au-delà de tout cela, mais c'est très important ce que dit Florence. Oui, en même temps, moi, je suis très sensible au fait que, comment dire, euh, les victimes, enfin, la situation que décrit Richard et que décrit aussi Florence est une situation de grande souffrance, de grande douleur. Et au lendemain de la fameuse libération, effectivement, les gens sont dans des états psychologiques et physiologiques et sociaux, économiques, etc., dramatiques. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit objectivement? Et le livre de Florence, L'oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulman le raconte. Des gens qui ont tout perdu et qui sont en même temps qui sont des immenses victimes de cette histoire du nazisme du XXe siècle. De cette guerre abominable contre les Juifs. C'est une guerre contre les Juifs. Enfin, c'est une guerre, il y a d'autres victimes, hein, mais en tout cas, c'est vrai qu'il s'agit de tuer tous les Juifs. Il y a quelques Juifs qui survivent, qui sont donc des victimes, mais qui très vite, du fait qu'on ne s'occupe pas vraiment d'eux, en tout cas psychologiquement, socialement un peu, mais finalement très peu, politiquement très peu, et bien du fait de cette espèce d'errance dans laquelle ils sont, ils vont chercher les ressources propres à leur peuple, à leur identité, à leur histoire. C'est pas la première fois. C'est la première fois qu'il y a un génocide comme ça, mais je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire juive il y a des gens qui veulent tuer tous les Juifs, qu'on les massacre et qu'on se redresse. Mais c'est pour ça que je dis que nos survivants, et Florence est une espèce de paragon de la survie et du miracle, parce que nos survivants nous disent attention, ne restons pas victimes. Au fond, alors nous on voit des personnes qui depuis la guerre ne vont pas bien, souffrent, transmettent leur souffrance à leurs descendants, ça existe, c'est vrai, il y en a, et nous les prenons en charge, et nous essayons de trouver des solutions thérapeutiques, adaptées. À chaque fois, il faut inventer quelque chose de très particulier, hein. Chaque victime et puis chaque situation est différente. Mais en même temps, le Florence, et l'exemple des parents de Florence, et de la plupart de nos parents, j'ai envie de dire, ça nous a montré qu'ils ont été victimes, et à un moment donné, ils sont sortis de cet état de victime. Alors, il y a deux possibilités, me semble-t-il. Soit ils ne parlent plus de ça, hein, ils le mettent de côté, c'est fini, on passe à autre chose, parce qu'on ne sait pas quoi faire de cette abomination. On n'a plus de famille, on n'a plus personne, on nous a tout piqué, on nous a tués dans des conditions abominables, on n'a même pas les corps de nos morts, enfin. Et donc, on passe à autre chose, on verra plus tard. Et puis sinon, il y a des personnes qui sortent de cet état de victime en devenant témoins. C'est-à-dire presque en devenant des gens qui vont être importants pour le reste de la société, pour le peuple, pour le reste de l'humanité, en disant voilà, moi j'ai vécu ça et je vais vous raconter, je vais témoigner. Un témoin, c'est aussi un accusateur, hein, de dire j'identifie les ennemis, hein, Oui. je mets de l'ordre dans le monde. Là, il y a les agresseurs, il va falloir qu'ils payent, il y a les victimes, je peux témoigner. Et au fond, c'était aussi une façon de guérir. Et je pense que ce livre, c'est un témoignage au sens de quelqu'un qui nous dit on sort de cette histoire en la reconnaissant et en disant qu'on est toujours vivant. Florence Schulman, dans le livre, vous racontez également quand vous allez à Yad Vashem avec vos parents, et vous dites quand vous voyez votre mère qui va s'arrêter prostrée devant la photo de Joseph Kramer, qui était le commandant de Bergen-Belsen, et vous racontez également quand vous décidez finalement, il n'y a pas si longtemps, d'aller à Bergen-Belsen.
Excusez-moi, je sais pas. Je vous disais, dans le livre, vous racontez Oui. quand vous avez été à Yad Vashem avec votre maman, Oui. et puis quand vous allez à Bergen-Belsen, il n'y a Oui. pas très longtemps finalement Oui, que vous y aviez il y été. a quelques années, effectivement. J'ai beaucoup hésité avant d'y aller. J'ai été conseillée par ma fille et mon mari Mhm. d'aller pour me faire une idée quand même du lieu où j'étais née. Oui. J'ai pris l'avion, contrainte et forcée. Tout le long du trajet, je demandais pardon à mes parents de me rendre en Allemagne. Et en définitive, j'ai été très, très bien reçue par des historiennes qui m'attendaient au mémorial là-bas, et qui m'ont tout expliqué, qui m'ont fait visiter le camp, qui m'ont montré l'emplacement de la baraque où j'étais née. Mhm. Qu'est-ce que vous avez ressenti? En réalité, Mhm. pas grand-chose. Pour vous dire la vérité, j'avais du mal à imaginer parce que tout a été détruit dans le camp. Il n'y avait pas de vestiges, il n'y avait plus rien. Juste un obélisque et une croix à l'entrée de ce vaste champ. Des tombes fictives, comme celle d'Anne Frank, par exemple. On m'a emmené. Alors là où j'étais un petit peu plus touchée, parce que les bâtiments étaient là, c'était l'ancienne caserne des SS qui était transformée en camp de DP Mhm. et dans lequel j'ai vécu pendant 1 an et demi, disons. Sinon, je suis rentrée avec le souvenir Si, par contre, on m'a donné mon acte de naissance, parce que Ouais, je n'en là-bas. avais pas. Ouais. Et c'est la seule chose que j'ai retenue de mon voyage en Allemagne. Je ne suis pas retournée, je ne retournerai pas. C'est bon, vous l'avez fait une fois. Je l'ai fait une fois, c'est suffisant. Je crois aussi. Je Et voulais ça pose Richard Audier. ça pose le sujet de ces lieux de mémoire. Alors oui. Voilà, c'est un sujet majeur parce que Parce qu'il y a Ouais. on ne va pas faire l'inventaire de tous les Ouais. camps, mais c'est vrai que pour ceux qui, comme nous tous finalement autour de cette table, avons été en Pologne ou en Allemagne, il y a des différences énormes entre le camp d'Auschwitz ou Majdanek ou Treblinka. Il y a des camps où il reste quasiment tout et des camps où il n'y a plus rien. Et la question, effectivement, pour l'avenir de ces lieux de mémoire et de la manière dont on va continuer à porter et à transmettre cette mémoire. ouais, parce que les lieux de mémoire, d'abord, dans le judaïsme, on va à Bagneux, on va à Pantin, comme je disais tout à l'heure, mais on passe pas notre vie au cimetière. Mm. On y passe, on rend hommage, on pleure et on sort. Donc, on vient de sortir de Pessah. Moïse, c'est a priori un héros. On n'a pas sa tombe, on ne va pas se recueillir sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Et donc, nous, bien évidemment, on va sur la tombe à Bagneux et j'ai sur la tombe de la famille, on a 90% des noms, c'est des gens qui ont été déportés. Donc, on les a mis là, ils n'y sont pas. On y va une fois par an pour un ISCOR si on veut ou un Kaddish si on veut, mais on n'y passe pas du temps. Et ces lieux de mémoire, en fait, la famille aussi qui était à Bergen-Belsen, ou moi qui travaillais pendant des années avec Simon Wiesenthal, on avait ce sujet-là, parce que les lieux ont été détruits, reconstitués, abîmés, politisés, orientés, Utilisés parfois. utilisés. Par certains. Donc qu'est-ce qu'on y fait? Si c'est juste faire un mémoire, un voyage comme ça d'une journée, on parle le matin, etc. Il y a pas, en fait, on va pas créer une émotion. Mieux vaut lire le livre de Florence ou celui de Nathalie. Oui. C'est un parcours à un moment donné. Et par exemple, si je prends les camps en Pologne, celui qui est peut-être le plus fort, c'est Treblinka, où il n'y a Oui. plus rien. Parce Oui. que la Shoah, c'est ça. C'est l'absence, c'est le vide. C'est 6 millions de morts, c'est des processus. Mais bon, après, je ne cherche pas à avoir un jugement, là. Mais je le dis qu'en termes Voilà, historiques, on réfléchit il ne parce faut pas qu'il aller faut chercher. réfléchir. Moi, j'ai été à un moment accompagnateur sur ces voyages-là. J'ai arrêté parce que on entendait des guides. Ah, c'est là où il faut pleurer. Ah, c'est là où... Non, mais c'est pas le sujet, en fait. C'est pas, on n'est pas là. Et ce que décrit Florence, c'est vrai que je comprends, même vis-à-vis de ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle est née là-bas, mais qu'est-ce que vous voulez que si on m'emmène moi à l'hôpital où je suis né, qu'est-ce que vous voulez quelle émotion j'ai? C'est pour Rien. ça que Voilà, donc on a un sujet de transmission, et on n'est pas un sujet d'émotion. Enfin, pas à premier. Alors, il nous reste une Nathalie, dizaine. peut-être, Oui. ouais. Alors, Non, je suis Nathalie, je vous laisse complètement réagir d'accord. là-dessus et puis après, on. Non, je suis complètement d'accord. Et puis alors, j'adore les interviews avec Florence ou avec, ça me rappelle Marceline Loridan. C'est-à-dire, nous, on a Ouais. des questions d'ici, et puis elles sont, c'est des gens libres.
C'est des gens qui sont nés dans des conditions... Les survivants sont comme ça. Ils ont tellement vu de choses, ils viennent d'un monde tellement en dehors qu'ils sont libres dans leurs paroles et ça fait en fait, elle nous fait du bien. Ok, oui. Quand elle dit non, j'ai rien ressenti, on dit on a le droit de dire ça, quoi. C'est Oui. génial. Mais je repensais à votre question, Sandrine, du début sur l'écriture. Je me dis que pourquoi un certain nombre de survivants ont besoin d'écrire et pourquoi moi je pense que c'est bien qu'ils écrivent, parce que il y a aussi le fait que dans ces livres, et par exemple dans le livre de Florence, il y a le nom de ses parents, et puis il y a le nom de son petit frère qu'elle n'a pas connu, il y a les noms des personnes importantes de sa famille. Et c'est vrai que chez les Juifs, les noms des gens, les noms de nos noms sont fondamentaux. Alors même même après leur disparition dans des conditions abominables, eh bien, c'est inscrire leur nom et faire lire leur nom à d'autres. Et j'espère que beaucoup de personnes vont lire L'Oiseau de Bergen-Belsen. Eh bien, ça va les rendre vivants, en fait. Et Florence Schulman est vivante et elle nous montre, au fond, c'est l'incarnation du miracle qui est possible et l'incarnation que elle représente le peuple juif à elle toute seule. Mais oui, puisque, et c'est là que je voulais en venir pour terminer, puisqu'il nous reste 6-7 minutes, vous racontez dans le livre, Florence, que votre fille, Karine, a fini par faire son alia, qu'elle est installée en Israël. Vous avez 3 petits-enfants, Almog, Raz et Stav, et vous dites, Claude, donc votre mari, et moi n'avons cessé de nous interroger au fil des années. Fallait-il partir, nous aussi? Le sort d'Israël ne nous a jamais été indifférent, bien sûr, et nous nous sentons une communauté de destin avec ce pays. Mais notre place nous a toujours paru être en France. C'est la France qui nous a donné notre langue, notre éducation. C'est la culture, la musique, la poésie, les paysages français qui nous ont façonnés. Nous n'aurions pu vivre un départ autrement que comme un arrachement, un exil. Les mêmes questions ont ressurgi avec plus de violence encore après les attentats de 2015. Forcément que je vous pose la question, Florence, par rapport à l'antisémitisme d'aujourd'hui, par rapport au 7 octobre, qu'est-ce que ça a fait rejaillir, ressortir en vous et avec vos enfants, donc, et vos 3 petits-enfants en Israël? Alors, écoutez, en ce qui concerne j'ai qu'une fille. Oui, et votre mes fille. petits-enfants. J'ai dit vos enfants au sens large, avec votre D'accord. gendre. Eux ne quitteront pas Israël parce qu'ils sont nés là-bas et très attachés à leur pays. Ils ont rempli leur rôle actuellement. Maintenant, en ce qui nous concerne, il est certain qu'avec l'âge, on aimerait peut-être se rapprocher d'eux, mais si vous voulez, ce serait se rapprocher des enfants, mais pas quitter la France. Bon, il est vrai qu'il y a des rumeurs d'antisémitisme incroyables en ce moment. C'est un peu troublant parce que on ne sait pas comment réagir devant cet état de fait. Moi, ce que je souhaite, c'est la paix pour tous. Et c'est pas dans mes mains, je ne sais pas. Ce qui était dans vos mains et ce qui est toujours dans vos mains, Florence Schulman, c'est de parler, c'est de raconter, c'est de témoigner, c'est de transmettre. Vous avez été dans des écoles également ou alors c'est jamais. des livres? Jamais. Non, jamais. Tout est dans le livre. Oui, j'ai jamais eu l'occasion de... J'avais même pas envisagé quoi que ce soit dans ce sens-là. Je ne sais pas si actuellement les jeunes sont aptes à entendre ce genre d'histoire. Écoutez, j'ai le sentiment, déjà avec le fait que la Shoah est un sujet tabou en France, pratiquement, comment voulez-vous aller dans des écoles et en parler? À mon niveau, il me semble que ce serait très compliqué. Et pourtant, il faut le faire. D'autres l'ont fait, mais j'entends ce que vous dites. Vous savez, J'entends. quand j'ai dissimulé mon histoire, c'est parce que je pensais qu'on ne me croirait pas. Je n'avais pas du tout envie d'en parler. Et j'ai ce même sentiment encore aujourd'hui. Alors j'ai écrit ce livre poussé un petit peu par Nathalie. On en revient en début de On en l'interview. revient, Donc oui. voilà. J'ai eu la chance de travailler aussi avec Géraldine Maignan, qui a su avoir beaucoup de patience à mon égard, qui a mis beaucoup de temps à me faire parler, parce que les souvenirs remontent à la surface que petit à petit. Et je ne sais pas pour l'avenir. Je ne sais pas si
je vais faire des prestations, disons, dans les écoles. J'en suis pas convaincue, je ne sais pas. Bon. En tout cas, il y a ce livre. Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir là comme ça partout et de vous dire que maintenant, ben voilà, non seulement on vous croit, mais que cette histoire va être connue de tous. Je ne sais pas si on me croit, mais il est écrit le livre. Non, je ne sais. Bien sûr, quand j'ai vu le livre par lui-même, je suis restée un peu sidérée de voir ma tête, mon nom sur. Et Grasset, quand même. Et Grasset, voilà, quel éditeur. Oui. Voilà. Mais ô combien important que les grands éditeurs comme bien ça. Sûr. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Bataille. Oui. Et l'accueil a été très, très chaleureux aussi. Non, c'est bien, je regrette pas. Et nous donc, je vais vous demander un petit mot de conclusion, parce qu'il nous reste 3 minutes. Nathalie, Zajde. Bien écoutez, effectivement, c'est un livre qu'il faut lire, parce que c'est un témoignage exceptionnel, et c'est la force, c'est la vie. Il y a des êtres qui ont des missions hors du commun. Je crois que Feige Horn, devenue Florence Schulman, devait venir. Et en plus, elle devait nous écrire ce livre. Et donc, on va tous le lire, L'oiseau de Bergen-Belsen. Chez Grasset et Richard Audier, voilà, on vous a pris en impromptu, ce que vous ne deviez pas passer l'heure avec nous, mais vous avez bien fait. Non, d'abord, je suis sûr qu'elle serait très bien accueillie dans les écoles et le service de passerelle pourrait aider. Il y a une écoute. Il faut aller dans les lieux où on n'est pas. Je pense qu'on doit y aller. Il faut aller sortir de. Elle n'est pas obligée, mais Nathalie le sait et je pense que la prise de parole est importante. Et on n'est pas. C'est une combattante. Hein. Oh que oui. Yom Givora, c'est aussi elle. C'est une héroïne. Donc notre rabbin commun à nous. Dit tout le temps, c'est une héroïne d'Israël, une princesse d'Israël, Rabin Kaufman, il les appelle comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, au-delà de la publicité qu'il faut faire aussi pour le livre de Nathalie, Nathalie, dans son livre La Passion du jeudi, elle a fait la même chose. Mais elle a écrit plein de livres, plutôt psy, sur les enfants cachés, etc., sur Odile Jacob. Mais quand elle a pris son premier roman, elle aussi, elle a mis le nom de sa mère. Sous ses airs comme ça de psy. de psy. Elle aussi, elle avait ce besoin de porter cette parole. Et moi, je pense que nos auditeurs, ce qu'ils doivent entendre, c'est ça, c'est que le sourire, les yeux de ce petit Feigele, ce petit oiseau qui est à ma gauche, là, cette Florence, c'est ça la leçon du Yom HaShoah. C'est pas autre chose. C'est une histoire de vie, une histoire de douleur, une histoire de perte, mais cette force de vie. Et ça veut pas dire que tout le monde doit être vivant avec cette force, mais elle, c'est ça, et c'est ce témoignage. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de Yom HaShoah, c'est ça. C'est une histoire individuelle, au-delà de la lecture de tous les noms, ce qui est important, mais moi je dis souvent, c'est individuel. Là, il faut voir des héroïnes comme ça. Et acheter le livre. Qui a acheté le livre. Et donc c'était... achetez-le. 24 mars 1945. Je rigole. Donc vous avez eu 80 ans il y a quelques jours à peine. Oui. Bon, jusqu'à 120 ans, Florence. Amen. Merci beaucoup Florence Schulman d'être venue en ce jour de Yom HaShoah en direct avec nous. L'oiseau de Bergen-Belsen, coécrit avec Géraldine Maignan, c'est chez Grasset et c'est à lire absolument. Puis c'est très court et vous pouvez le lire et en commander plein et puis surtout le faire lire à vos adolescents. Merci beaucoup. Offrez-le. Merci beaucoup Nathalie Zajde, merci Richard Audier, merci Florence Schulman. Dans quelques instants, le journal et les émissions spéciales Yom HaShoah continuent sur l'antenne de RCJ.